Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine de l'économie. Mais pourquoi au Sénégal les entreprises naissent et disparaissent en un temps record? Pour vous rafraîchir la mémoire, on va vous citer quelques sociétés que sont Africamer, la nouvelle brasserie africaine qui fabriquait la boisson Lisa, Kafal qui produisait les allumettes Bata pour les chaussures, Icotaf, Sotiba et j'en passe. Pire, un fleuron de notre économie nationale, les industries chimiques du Sénégal sont en passe de subir le même sort que ces sociétés que je viens de vous citer. Bien sûr, si l'État ne vient pas en appoint. Alors, pour quelles raisons les entreprises mettent la clé sous le paillasson au Sénégal? Eh bien, pour y répondre, on a interrogé le professeur Mounirou Ndiaye, docteur en sciences économiques et enseignant-chercheur à l'université de Thiès. Il faut savoir que ces entreprises-là sont disparues à la suite d'un processus. Vous savez que le Sénégal est une économie qui initialement était une économie socialiste et que l'État était responsable des investissements initialement parce que le secteur privé à l'époque était embryonnaire et ne pouvait pas fournir les investissements nécessaires pour satisfaire un certain nombre de besoins. L'État avait donc jugé nécessaire de s'investir dans la production, ce qui fait que des entreprises sont nées. Mais dans les années 70, ce qu'on a vu, l'État avait était même parti jusqu'à créer ce qu'on appelle la zone franche industrielle de Mbao, qui regroupait un certain nombre d'entreprises sénégalaises, ainsi de suite. Mais à la suite de cela, on a noté une certaine cacophonie dans la détermination de la politique économique du Sénégal. Parce qu'en même temps, si vous vous rappelez bien, au départ, on nous parlait des plans de développement économique et social. Le premier plan, le deuxième plan, jusqu'au 9e plan. En même temps, on nous a parlé des plans d'ajustement structurel qui sont venus bouleverser un peu les lignes de politique économique que s'était fixé le Sénégal. Il y a entre-temps également le programme de redressement économique et financier, et dans le cadre duquel a été créée la zone franche industrielle de Mbao, et qui fait que donc l'État n'avait pas beaucoup de visibilité par rapport à ce qu'il voulait faire pour tisser une industrie sénégalaise performante. Maintenant, pour ces entreprises-là, il faut savoir qu'à l'issue, donc avec l'adoption des plans d'ajustement structurel et la naissance de ce qu'on a appelé la nouvelle politique agricole à l'époque et la nouvelle politique industrielle, le Sénégal venait quand même de s'investir dans le respect d'un certain nombre de critères sur le plan international, de certaines normes sur le plan international, qui a fait que l'ouverture d'un certain nombre de secteurs a donc causé la mort de plusieurs entreprises. Pourquoi? Parce que la concurrence internationale, le Sénégal n'était pas préparé à affronter cette concurrence-là et cette concurrence-là est venue mettre à terre un certain nombre d'entreprises. Si vous ajoutez à cela les actes de mauvaise gestion, le clientélisme politique que l'on connaît à l'État, et ainsi de suite, ça fait un cocktail explosif qui a donc mené à terre beaucoup d'entreprises sénégalaises. La deuxième phase, c'est de considérer la période qui est partie des plans d'ajustement structurel renforcés. En 1985, le Sénégal s'est lancé dans un programme de privatisation des entreprises. Beaucoup d'entreprises étaient privatisées, même les secteurs les plus vitaux tels que l'eau, l'électricité et les télécommunications étaient soumis à la privatisation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où Macky Sall arrivait au pouvoir, certaines entreprises sénégalaises étaient des zombies. Ils étaient déjà abattus par une crise énergétique sans précédent qui est venue renchérir les coûts des facteurs de production. Donc ça, c'est si vous ajoutez à cela tout simplement un climat des affaires qui n'est pas très propice à l'investissement, il faut l'avouer, parce qu'au Sénégal, quand même, il ne faut pas exclure un certain nombre de faits, de détails, qui sont considérés comme des détails, mais qui sont importants. Au Sénégal, par exemple, une entreprise comme Colgate-Palmolive s'est délocalisée vers le Maroc. On ne sait pas pourquoi, mais on sait qu'au Sénégal, quand même, le climat du travail est un peu tendu. Les travailleurs peuvent faire une grève pour n'importe quoi. Il y a une certaine démocratie qui a des instances négatives sur l'économie et qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de facteurs entrent en ligne de compte pour justifier un climat économique qui ne favorise pas l'essor d'une entreprise performante. Et je vais finir par dire qu'une entreprise, c'est des recettes et des charges. Si les recettes ne parviennent plus à couvrir les charges, l'entreprise est en difficulté. Quelle est la responsabilité de l'État par rapport à cette situation? Moi, je dis que je me mets dans le contexte actuel pour tout simplement signifier le fait qu'il faudra aujourd'hui que le gouvernement du Sénégal révise ses lignes de politique économique. Donc cette approche, cette méthode basée sur la désinflation peut affaiblir des entreprises sénégalaises. Les Sénégalais auraient préféré à ce qu'on dise à une boulangerie de recruter d'autres individus que de lui d'accorder aux ménages des baisses de prix. Je pense que la logique de réduction des prix, je pense qu'il faut adopter une logique meilleure, c'est-à-dire la logique de la promotion de l'emploi. Je pense que le gouvernement doit à ce niveau-là revisiter sa ligne de politique économique. Deuxièmement, il faut savoir également qu'au niveau du Sénégal,
tout dernièrement, on a vu que le gouvernement a décidé de réduire son déficit budgétaire. Qui dit déficit budgétaire dit contraction des dépenses publiques. Si vous contractez les dépenses publiques, effectivement, des entreprises qui dépendaient de la commande publique vont s'affaiblir. Supposons un vendeur de billets d'avion qui vendait l'essentiel, 80% de ses biens à l'État, et que l'État aujourd'hui fait une restriction des voyages, cette entreprise-là est effectivement en difficulté. Je pense que ceci aussi a contribué, bien évidemment, à affaiblir certaines entreprises sénégalaises. Et au vu de cet état de fait, quels sont les risques qu'encourent nos sociétés? Bon, je pense que le Sénégal a été relégué d'une place au classement du business. Nous savons ce qu'il faut faire. Vous savez, au Sénégal, on fait quoi? Au Sénégal, on construit. Le bâtiment va au Sénégal. Je ne dirais pas que si le bâtiment va tout bas, parce que quand même, quand le bâtiment va dans un pays en difficulté, ça peut donner quand même impression à un certain type de blanchiment d'argent, ou bien d'argent qui provient d'univers inconnus. Hein? Donc au Sénégal, on construit. Au Sénégal, on achète beaucoup de mobilier. Au Sénégal, on achète tout type de produits. Mais finalement, si vous regardez bien l'univers économique du Sénégal, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'au Sénégal, on fait l'apanage de l'importation. La plupart des marchés publics concernant la construction sont gagnés par des Chinois ou par des Français. Ce n'est pas des entreprises sénégalaises qui en profitent. Au niveau du mobilier, au niveau donc, de l'électroménager, qu'est-ce que vous voyez? On fait l'apologie dans notre pays de l'importation. Des publicités à la télé qui montrent que acheter un produit venant de Dubaï ou bien de notre pays est bien. Alors qu'il y a la menuiserie locale, il y a l'artisanat local qui est là. Dans tous les secteurs, si vous regardez bien au niveau du textile, au niveau des chaussures, on avait Bata, parce que Bata, il y avait le cuir local, les peaux locales qui étaient là et qui véritablement pouvaient être un avantage pour Bata. Mais malheureusement, la concurrence internationale, le dumping international est venu pour tuer cette entreprise-là. De la même manière, actuellement, ce qu'on constate, c'est que avec l'arrivée en masse de produits chinois, avec l'octroi des marchés publics à des étrangers, la promotion de l'importation de mobilier, qu'est-ce qui reste à l'économie sénégalaise? Des entreprises vont naître, mais tant que l'État ne créera pas les conditions pour les protéger, il n'y aura pas de réussite pour ces entreprises-là. Et actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Asie, l'Asie s'est basée sur ce qu'on appelle les zones économiques spéciales. C'était des zones où on met des entreprises qui ont des avantages du point de vue fiscal, des avantages, tout type d'avantages en termes de papier administratif. Le Sénégal essaie d'avancer dans cela, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait que le gouvernement se mette dans une véritable posture pour protéger certaines des entreprises sénégalaises. Aux États-Unis, aucune entreprise internationale ne peut s'installer dans l'aéronautique ou la téléphonie mobile ou les télécommunications. C'est un type de protection. Aux États-Unis également, si une entreprise pouvait être affaiblie sur le plan international par l'application des programmes, des réglementations antitrust, le gouvernement épargnait ces règles-là à ces entreprises-là pour pouvoir leur permettre de garder leur compétitivité sur le plan international. Je pense que l'État a un rôle à jouer pour créer les zones économiques, les zones franches, dynamiques, capables de permettre au Sénégal de tisser un réseau de PME-PMI performantes pour une économie sénégalaise émergente. C'est fini pour le magazine de l'économie de cette semaine. Excellente semaine et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci Ndeye Fatou Ndiaye que nous allons retrouver lundi prochain. Voilà, c'est tout pour ce 13h. Heureuse de vous l'avoir présenté. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagnée. Merci également à vous pour votre attention, votre fidélité, notre fierté, paix et amour dans vos cœurs et dans vos maisons. Je vous retrouve demain 6h du matin. Mais d'ici là, l'information continue.